Et what's up les bergers? Je vous avais demandé dans un sondage si je devais ou non parler de la politique de Donald Trump. Et à la majorité, vous avez répondu oui. J'ai donc décidé de m'atteler à la tâche, mais en recentrant sur l'Europe et la Russie. Parce que oui, ce que je n'avais pas prévu, ou plutôt oublié, c'est le style de Donald Trump, qui est de faire des annonces fracassantes à tout bout de champ et d'inonder les médias d'informations de ces petites phrases choquantes pour une partie du public et des journalistes. Ce qui au passage d'ailleurs m'oblige à réécrire plusieurs fois le script au gré de ces annonces et de l'analyse qui va avec. Force est de constater que sa méthode fonctionne dans certains cas. Ainsi, les premières mesures sont venues faire les gros titres des journaux. Je parle évidemment, et vous l'avez bien compris, de l'intégration du Canada comme 51e État américain, la reprise du canal de Panama et l'achat du Groenland auprès du Danemark. Si le Panama s'est très vite incliné face aux États-Unis, cédant aux exigences, tout comme le Mexique, qui déploya 10 000 militaires pour réduire les flux migratoires, le Danemark déclina de son côté toutes les demandes, et ce malgré la pression américaine. Pour autant, cette mise en avant du Groenland par Donald Trump est volontairement aussi à double tranchant. Tout d'abord, il permet de recentrer le débat sur l'aspect stratégique avec les minerais rares, ainsi que la position géographique, tout en ravivant les volontés indépendantistes du Groenland. Et cette politique de déstabilisation, vous allez le voir, se retrouve en Europe. En effet, jusqu'à mi-février, les dirigeants européens espéraient une normalisation des relations avec les États-Unis, comme ce fut toujours le cas. Pourtant, la semaine du 17 février fut vécue comme un séisme en Europe et en Ukraine. Le président présente non seulement un plan de paix, incluant des compensations financières au travers de contrats industriels portant sur les ressources minérales du pays, le lithium ou les terres rares, mais son discours, tout comme son administration, durcit le ton vis-à-vis des Européens tout en excluant l'Ukraine des pourparlers et la faisant même passer pour responsable de la guerre. D'ailleurs, à ce sujet, je travaille activement sur une longue vidéo sur les origines du conflit. Et non, ce n'est pas seulement l'intégration de l'OTAN qui posa problème, mais on en reparlera plus tard. Du coup, je vous propose de répondre à plusieurs questions. Quelle est la nouvelle vision de l'administration américaine vis-à-vis de la sécurité en Europe, son point de vue sur l'Ukraine, mais surtout, pourquoi les États-Unis se rapprochent de la Russie? Est-ce parce que Donald Trump veut faire plaisir à son ami Poutine, comme le titrent certains journaux, ou est-ce plutôt par pure analyse géostratégique? Et enfin, quelles sont les options pour l'Europe? D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le partage de la dissuasion nucléaire française, je vous encourage à la voir en complément, vu que nous allons tout de même reparler de tout cela. Déjà, avant tout, il faut savoir que malgré les changements d'administration, les axes stratégiques en matière internationale ne changent que très peu, ou très lentement, que ce soit du côté démocrate ou républicain, afin de maintenir une continuité stratégique. Preuve en est la transition avec Ronald Reagan en 1981 et la libération des otages à l'ambassade de Téhéran. Il en est de même avec Barack Obama qui continuera sur la politique précédente de George W. Bush au Moyen-Orient. Pourtant, Trump prendra des mesures en rupture totale avec l'administration précédente, et notamment sur l'Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en 2022, Washington s'était tenu aux côtés de Kiev, avec un soutien militaire et budgétaire très important, et ce tout au long de la guerre. Ils ont contribué à eux seuls à plus de la moitié du soutien en matériel militaire. Alors côté financier, non, les États-Unis n'ont pas donné 350 milliards de dollars comme l'affirme Donald Trump. Et encore, ce n'est pas une affirmation, vu qu'il commence sa phrase par « je crois ». En tout, nous sommes actuellement à 114 milliards pour les États-Unis et 132 milliards d'euros pour l'Europe. Et si vous vous demandez la question pour la France, elle a donné 5 milliards. Du côté ukrainien, l'arrivée de Donald Trump était certes redoutée, mais aussi une opportunité de mettre fin au conflit au vu du tempérament du nouveau président et de se positionner en rapport de force avec la Russie, comme il l'a fait par exemple avec la Corée du Nord. Et la douche fut glaciale avec le plan de paix annoncé par le général Kellogg. Concrètement, il repose sur l'abandon des territoires contrôlés par la Russie, l'absence totale de garanties sécuritaires et un plan de compensation de guerre imposé à l'Ukraine par Washington, reposant sur le fait de céder l'exploitation de 50% des minerais du pays à des entreprises américaines. Et évidemment, le président Zelensky refusa cette offre, si je puis dire, et en conséquence, il fut exclu des négociations bilatérales
entre les représentants des États-Unis et de la Russie le 18 février à Riyad sur la fin de la guerre en Ukraine. Il faut savoir aussi que j'enregistre cette vidéo le 24 février. Donc pour le moment, les négociations sont toujours en cours, mais nul doute qu'à un moment l'Ukraine devra céder sur pas mal de concessions. Enfin, nous verrons. L'Ukraine qui reste sur ses positions, Donald Trump s'en est donc donné à cœur joie, avec un déchaînement d'attaques à l'encontre de son homologue ukrainien. Il a remis directement en cause la légitimité de Zelensky, arguant qu'il n'a que 4% d'opinion favorable, alors que selon les derniers sondages crédibles, il est au-dessus de 50. Mais ce n'est pas tout, et c'est là une rupture par rapport à avant. Donald Trump s'est même aligné sur le discours de Moscou sur l'absence d'élections depuis le début de la guerre. Et pourtant, cela ne fait même pas débat au sein de l'Ukraine. Aucun des partis d'opposition n'a réclamé d'élections tant que le pays sera en guerre, avec la menace évidente de frappe russe et les 6 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Il est impossible de tenir des élections sans compter la partie amputée de l'Ukraine. Toutes ces déclarations auront sans doute même l'effet inverse et de souder encore plus le peuple ukrainien derrière le président. Et Donald Trump va encore plus loin en affirmant que le responsable de la guerre est l'Ukraine, de par ses demandes répétées d'adhésion à l'Union européenne et l'OTAN, reprenant ainsi le discours russe. Soit vous acceptez toutes les injonctions américaines, soit vous êtes dans le collimateur de son administration et tous les moyens seront bons pour vous faire céder. Et si l'Ukraine est certes visée, c'est aussi le cas de l'Europe. À l'occasion de la Munich Security Conference, le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, a remis en cause les fondements même du pacte sécuritaire transatlantique. Et à votre avis, pour quelles raisons ? Cela concerne toujours selon lui les positions de l'Union européenne sur le contrôle des fake news et les algorithmes des réseaux sociaux qui rapprocheraient les États-Unis de la Russie ou de la Chine plutôt que de l'Europe. Oui, vous avez bien compris ce que je viens de dire, vous ne rêvez pas. Washington se sent plus proche de Moscou ou de Pékin en matière de réseaux sociaux, alors que l'Europe veut contenir la publication de fausses informations. Et là, je sens que certains sont en train d'écrire pour me dire que oui, mais l'Europe veut censurer la liberté d'expression et d'information. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo et c'est un vaste débat. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en Russie, si vous critiquez l'opération militaire spéciale en Ukraine sur les réseaux sociaux, vous êtes passible de plusieurs années de prison. En France et en Europe, que je sache, nous en sommes loin, et heureusement. Pareil pour la Chine, Facebook et Twitter ont dû ouvrir leur code au gouvernement chinois pour surveiller toute tentative de contestation et aussi dans les messages privés. Bon, après le gouvernement américain, y compris celui de Biden, n'a pas été clean non plus, y compris sur les pressions exercées sur Facebook et Twitter. Mais là aussi, je m'égare. Au-delà de ces questions, il y a aussi la volonté d'une guerre commerciale contre les Européens avec le montant de la TVA appliquée aux produits américains exportés en Europe. Pour le moment, rien n'est décidé, mais nul doute que cela va arriver. Alors avec ce tableau, pourquoi Donald Trump fait tout cela ? En réalité, il vise plusieurs objectifs. Tout d'abord, se retirer militairement d'Europe, tout en conservant le commandement de l'OTAN, mais aussi de garder ses parts de marché car l'Europe est le premier client à l'exportation des entreprises de défense américaines. Pourquoi Washington exige une dépense pour la défense au-dessus de 3% du PIB, voire même 5% pour que l'Europe conserve le bouclier nucléaire américain ? Pour la simple et bonne raison que les États-Unis sont les seuls ayant les capacités industrielles pour combler les besoins militaires des pays européens qu'ils auront d'ailleurs eux-mêmes fixés. Dans le même temps, Donald Trump se rapproche de plus en plus de Vladimir Poutine, cédant à ses exigences sur l'Ukraine, comme nous l'avons vu, faisant aussi des concessions comme la vente de Sukhoi 57 à l'Algérie, remettant en cause la loi Katsa contre la Russie. Tout cela a un seul but, éloigner la Russie de la Chine. Vous allez me dire que c'est impensable et que cela ne fonctionnera pas. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que cette technique est utilisée par les États-Unis. Déjà dans les années 70, le président américain Nixon a mentionné dans son discours inaugural en janvier 69 que les deux pays, États-Unis et Chine, entraient dans une ère de négociation après une ère de confrontation. Je vous rappelle aussi que la Chine et les États-Unis se sont affrontés aussi directement pendant la guerre de Corée. Donc il ne faut pas oublier ce point-là. Nixon avait une réputation fortement anticommuniste, mais il avait aussi une vision allant au-delà du confinement à la détente et des relations amicales. Il a estimé qu'il était dans l'intérêt national américain de forger une relation avec la Chine, même s'il y avait d'énormes différences entre les deux pays,
en particulier pour isoler l'Union soviétique. En 1977, le secrétaire d'État Cyrus Vance et le conseiller de sécurité nationale Zbigniew Brzezinski ont encouragé le président Carter à rechercher des relations diplomatiques et commerciales avec la Chine. Le but du conseiller de la sécurité nationale était d'établir rapidement une relation de sécurité avec Pékin pour contrer l'Union soviétique. Cela n'aura finalement pas lieu, mais comme vous avez vu, cette technique a déjà été utilisée. Actuellement, Donald Trump voudrait donc refaire cette politique, mais à l'inverse, avec Moscou et Washington faisant front commun à Pékin. Ce faisant, la Chine devrait renforcer ses troupes à la frontière, pénalisant les moyens d'action pour le Pacifique. Mais rien ne garantit la sincérité russe, ni même américaine d'ailleurs, et encore moins qu'une fois les exigences satisfaites, Moscou ne redevienne l'allié de Pékin. Alors je sais que cela peut sembler gros, mais ce serait oublier que certes, la Chine et la Russie sont des partenaires, mais que le plus puissant des deux est la Chine. Et ça, la Russie le sait pertinemment. Pour l'Europe, c'est un peu la descente aux enfers. Pour la grande majorité des pays, l'architecture économique et sécuritaire repose en bonne partie sur les relations américaines. Sauf que, comme nous l'avons vu l'actuelle diplomatie américaine, qui est une diplomatie de rapport de force, soit vous cédez aux exigences américaines et vous devenez en quelque sorte un vassal n'ayant plus aucune possibilité de diriger son pays comme vous l'entendez, soit vous êtes la cible de toute la puissance américaine, de par le chantage ou la menace, vu que vous avez refusé de céder. Et dire que l'Europe est actuellement paralysée est un doux euphémisme. Personne actuellement n'avait remis en question le statu quo depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fondé sur le respect par les États-Unis des aspirations des peuples européens. Quand la France est sortie du commandement intégré de l'OTAN, en développant sa propre dissuasion, les États-Unis n'ont pas menacé d'envoyer leur armée pour remettre la France dans le rang. De fait, tout cela est difficile à admettre pour les Européens, d'autant que les États-Unis publient de nombreux messages ou articles visant à dénigrer la dissuasion nucléaire française et aussi anglaise. Et c'est sans compter d'ailleurs, pour terminer, que la Russie et les États-Unis peuvent compter sur certains pays européens pour détruire toute initiative. C'est le cas de l'Italie et de la Pologne qui sont de fervents partisans américains, mais aussi de la Hongrie et de la Slovaquie pour la Russie. Quelle que soit la réponse apportée par les Européens, elle sera inefficace vu qu'il faut un vote à l'unanimité pour des décisions majeures, comme par exemple une adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Vous comprenez à présent la situation plus que problématique de l'Union européenne. Cependant, il existe un pays très particulier en Europe, qui jouit, grâce à son héritage, d'une autonomie stratégique, qui peut, avec une volonté politique forte, remédier à cette situation et remettre aussi son pays en leader. Vous l'aurez compris, il s'agit évidemment de la France. Alors, avec notre président actuel, il a fort peu de chances que cela se produise. Mais qui sait, sur un malentendu, cela peut passer. Bref, la France possède deux atouts stratégiques majeurs. Évidemment, nous avons la dissuasion, mais aussi son industrie de défense. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, la France a les moyens d'infliger des dégâts insupportables à la Russie en cas de riposte sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit. Malheureusement, sur le plan militaire, la France peine à convaincre en Europe, bien aidée en cela par les campagnes de dénigrement américains, mais aussi de Berlin, de Londres ou même de Varsovie. Mais ça, c'est pour des raisons différentes. En effet, la force conventionnelle française reste à la traîne, avec 77 000 hommes, 200 chars Leclerc, 114 canons César, 7 lanceurs unitaires et 225 avions de combat, sans compter les 6 sous-marins nucléaires d'attaque. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de rivaliser directement avec la Russie en termes de masse, c'est impossible. Mais il s'agit de renforcer rapidement nos moyens de défense conventionnels par la technologie, comme le Super Rafale, ou de moderniser par exemple le char Leclerc qui a été conçu spécifiquement pour affronter de nombreux T-90, tout en augmentant aussi son nombre afin de garantir une protection efficace au pays, ne reposant pas uniquement sur sa dissuasion nucléaire. D'ailleurs, celle-ci devra là aussi être revue à la hausse, car elle souffre, dans la perception européenne, de la comparaison avec la Russie. Pour exemple, un seul de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins triomphants peut détruire 60 des plus grandes villes russes, mais en face, nous avons 12 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins russes, des milliers de missiles balistiques et la centaine de bombardiers stratégiques.
Vous me direz que de toute façon, si une guerre nucléaire venait à éclater, le nombre importerait peu, mais c'est là que tout le principe aussi de la dissuasion prend son sens. Le prochain assouplissement probable des règles budgétaires européennes, annoncé le 17 février, donnera l'opportunité de porter d'ailleurs les investissements de défense de la France de 3 à 3,5% du PIB, en s'appuyant du coup sur sa propre industrie de défense pour en maximiser la soutenabilité budgétaire tout en ayant enfin une armée qui est dimensionnée et avec des stocks de munitions pour soutenir un conflit de haute intensité. Ce faisant, la voix française se ferait beaucoup plus audible au sein de l'Europe. Elle aurait enfin la crédibilité pour fédérer progressivement certains pays autour d'une architecture de défense exclusivement européenne, reposant sur des puissances militaires nationales suffisantes pour dissuader la Russie. En conséquence, la France disposerait d'une crédibilité autrement renforcée sur la scène européenne, de sorte à proposer une réelle alternative au diktat américain, tout au moins pour les pays qui sont d'ailleurs les plus lucides, si tant est qu'il y en ait encore. Dans le cas contraire, la France consolidera de toute façon sa défense purement nationale, de dissuader tout agresseur et sans dépendre toujours de qui que ce soit pour cela. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.